Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette assemblée de consultation publique du Conseil municipal. C'est une assemblée de consultation publique que le Conseil considère très importante. Donc, nous sommes très heureux de vous voir plus nombreux qu'une assemblée municipale. Donc, ça nous indique qu'il y a quand même un intérêt sur ce qu'on va parler aujourd'hui, ce soir. Je vous rappelle aussi, c'est diffusé en ligne. C'est important pour nous de permettre la diffusion puis l'accessibilité de l'information de ce qui va être présenté ce soir. Je suis accompagné. Normalement, on est 3-4 pour une consultation publique, mais là, aujourd'hui, on est un petit peu plus. Ça témoigne aussi de l'intérêt des membres du Conseil d'être présents puis de vous entendre et d'entendre aussi la présentation qui sera faite par la firme Apple. Donc, à ma gauche, donc à votre droite, Madame la conseillère Sandra Mercier, suivie de Valérie Gravel, Monsieur Guillaume Marasco, chargé de projet réglementation. C'est bien ça? Au plan d'urbanisme. Et au plan d'urbanisme, merci. Il y a aussi Catherine Séguin, greffière. Donc, je suis Xavier-Antoine Lalande, le maire de Saint-Colomban. Je suis accompagné de Guillaume, j'ai oublié ton nom. Gilbert. Merci, Guillaume Gilbert. C'est lui qui va parler pour la plupart de la présentation. À sa droite, M. Dominique Lirette, directeur de l'aménagement, de l'urbanisme et de l'environnement. Mme Danielle Derèche, conseillère du district 3, et M. Étienne Urbain, conseiller du district 1. J'en ai juste un, je vais y faire attention. Donc, comment ça va se dérouler ce soir? Évidemment, là, je vais déclarer la séance ouverte à l'instant. Il va y avoir une adoption d'ordre du jour. Donc, on vient vous présenter 2 règlements
Donc, c'est M. Guillaume, j'ai encore oublié. Gilbert. GG. Comme la ministre des Transports. Là, GG. Ouais. Ouais, bon. Monsieur Gilbert va vous faire la présentation des 2 règlements. Donc, le premier règlement, c'est le plan particulier d'urbanisme, donc le PPU. On va vous expliquer dans quel secteur ça s'applique, quelles vont être les spécificités aussi qu'on veut travailler à l'intérieur de ce périmètre-là. Deuxièmement, ça va être le règlement sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc ça va toucher 5 secteurs dans la ville. Donc on va vous faire une présentation générale. Il y a plein de spécificités qu'on ne vous présentera pas, mais ce qu'on vous présente, c'est ce qu'on juge très important comme changement. Comme je l'ai mentionné en assemblée municipale il y a 2-3 semaines, les règlements sont en ligne, donc n'hésitez pas à aller les consulter. Il y a l'entièreté des annexes avec toutes les spécificités. Donc, idéalement, j'avais demandé aux gens d'en prendre connaissance avant de venir ici. J'espère que ça a été bien fait. Sinon, c'est pas grave, il y a la présentation pour ça. Suivant les 2 présentations de règlement, il va y avoir une période de questions. Donc, comme à l'habitude, on va prioriser les gens qui se sont déplacés. Et ensuite, on va aller prendre les questions en ligne. Puis, je vais probablement répondre à l'ensemble des questions. Puis, je vais me réserver le droit aussi de bonifier la présentation de M. Gilbert. Au niveau probablement plus du plan particulier d'urbanisme que du PIA. Mais puis si jamais vos questions, là, il y a Guillaume Marasco, Dominique Lirette, M. Gilbert qui va être là en ma compagnie pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir suivant la consultation. Donc, M. Gilbert, je vous cède la parole pour Monsieur un bout. le maire, je m'excuse, peut-être indiquer aux gens que les documents sont sur la table pour ceux-là qui veulent s'en procurer, le PPU puis le PIA. Oui, c'est pour consultation seulement, mais ça va être projeté aussi à l'écran derrière moi. Donc, M. Gilbert, je vous cède la parole pour un bout et on se revoit plus tard. Excellent. Merci, M. Lalande. Donc, effectivement, ce soir, j'ai été mandaté pour vous présenter le contenu du travail d'élaboration d'un PPU, d'un plan particulier d'urbanisme pour le secteur centre du périmètre urbain, puis la révision, en fait, la refonte, je vous dirais, complète de votre règlement sur les PIA. En fait, je vais me présenter là, rapidement. Moi, c'est Guillaume Gilbert, je suis urbaniste, vice-président de la firme Apur. Apur, on est une firme là, qui œuvre dans le domaine de l'urbanisme, bien entendu, et on a été mandaté là, par votre conseil là, il y a de ça environ 1 an et demi là, pour élaborer là, les différents documents qu'on vous présente ce soir. Donc, juste rapidement, là, au niveau du déroulement de la présentation, ça n'a pas fonctionné. Non. Ah oui, OK, super. Donc, au niveau du déroulement de la présentation, donc je vais débuter par la présentation du PPU. Donc, un plan particulier, c'est un document qui fait partie de votre plan d'urbanisme. C'est un document, en fait, qui vient spécifier l'aménagement d'un secteur stratégique. Dans ce cas-ci, c'est le secteur centre du périmètre urbain. Pour la section du PPU, en fait, je vais vous faire un état là, de où on se situe par rapport au territoire de Saint-Colomban. Un court retour sur le diagnostic qui, après ça, a mené à l'élaboration d'une vision d'aménagement et de sa mise en œuvre. En fait, comment cette vision-là se traduit par des actions, si on veut, d'aménagement, mais aussi des actions réglementaires ou encore des actions administratives. Donc, je vais vous présenter là, les grandes interventions prévues au plan de mise en œuvre. Puis, par la suite, on va aborder là, le règlement sur les PIA, le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, qui est un règlement discrétionnaire. Je vais pouvoir vous expliquer en quoi ça consiste exactement et qu'est-ce qui est prévu à ce nouveau règlement-là.
Donc, sans plus tarder, au niveau de la localisation du secteur PPU, donc ici, vous avez une vue en axonométrie. Là, donc, on a notre montée de l'église là, qui se trouve à être notre axe central, qui est notre espèce d'épine dorsale de notre territoire. Donc, le PPU se retrouve là, dans le secteur centre, en fait, du périmètre d'urbanisation, délimité là, au sud par la rue des Bois et au nord, on va jusqu'à la limite, là, la ligne hydroélectrique, là, en fait, donc au-delà de Côte-Saint-Paul. Donc, le territoire couvre, en fait, ou inclut plutôt le garage municipal, l'école aux bois, Maison Félan, l'hôtel de ville et les terrains là, de sport, entre autres, là. Donc, voilà. Tout ce qui se passe vers l'est, bien entendu, on arrête là, à la limite. La limite est, en fait, arrête à peu près vers la rue. Là, j'ai pas mon. Fleur de Lys, exact. Et couvre là, une portion qui demeure là, présentement vacante en grande partie. Donc, simplement pour passer au travers du diagnostic, donc en fait, pour mener à une vision, pour mener à des objectifs, des orientations d'aménagement, on se doit de faire un diagnostic territorial qu'on appelle, qui est une espèce de survey de la situation du territoire. Dans notre cas ici, on vient vraiment faire un diagnostic qui est spécifique au secteur prévu par le PPU. De ce diagnostic-là, on a relevé certaines faiblesses, notamment la faible proportion de terrains actuellement occupés par un usage résidentiel le long de la montée de l'église. Donc, on a quand même une forte proportion en usage autre que résidentiel, du commercial, de l'institutionnel. On a très peu d'usage résidentiel à l'intérieur de notre secteur PPU, ce qui peut, jusqu'à certains égards, là, être considéré comme une faiblesse. On a aussi des lacunes au niveau de l'offre commerciale courante, semi-courante. On n'a pas nécessairement une fourchette, si on veut, de services là, complète. On est vraiment là, dans une offre souvent qui est axée aussi avec le rapport à l'automobile, là. Notamment, je pense que vous êtes au fait là, avec les deux stations-service. Mis à part ça, on n'a pas beaucoup d'offres commerciales là, dans ce secteur-là. Donc, il y a une faiblesse au niveau des services qu'on pourrait offrir à la population avoisinante. Puis, au niveau du réseau de mobilité active, bon, on a un réseau qu'on considère comme étant peu développé. On n'a pas nécessairement d'infrastructures là, qui permettent des déplacements actifs, donc tant à pied qu'à vélo, qu'on juge comme étant sécuritaires. Au niveau des contraintes, donc tout ce qui est nos externalités, là, les faiblesses, c'est vraiment ce qui se trouve à l'intérieur. Au niveau des contraintes, c'est ce qui se trouve plutôt à l'extérieur. Donc, on a la présence de pôles commerciaux au sud, notamment à Saint-Canu et à l'est, à Saint-Jérôme, qui génèrent bien entendu des fuites commerciales. Donc, nos gens ne vont pas nécessairement magasiner, entre guillemets, là, au centre de Saint-Colomban, mais vont plutôt se rapatrier à ces différents pôles commerciaux-là. On a aussi un secteur qui est non desservi par l'ensemble des services au sein du secteur central qui limite justement les possibilités de densification. Donc, on n'a pas les services. Quand on parle de services ici, c'est plutôt des infrastructures, là, égouts, aqueducs. Oui, on a de l'aqueduc en partie. Les capacités sont quand même limitées, mais on n'a pas l'égout sanitaire qui se trouve à être un élément quand même assez important quand on veut venir densifier puis quand on veut venir construire notre territoire. Donc, on a un gros enjeu à ce niveau-là. Et on a quand même on a quand même des possibilités limitées aussi au niveau des interventions dans l'emprise de la montée de l'église, considérant que c'est une emprise qui est gérée en partie par le MTQ, qui est sous la responsabilité MTQ. Donc, il y a quand même des négociations, il y a des enjeux, il y a des limitations à ce niveau-là. On va pouvoir vous en parler là, davantage dans le restant de ma présentation. Je suis rendu aux forces. Donc, bon, on a nos forces, on a nos faiblesses, on a nos contraintes. Par contre, notre territoire présente quand même des forces. On a un noyau villageois qui est concentré avec une certaine mixité des fonctions. Je nuance parce que, comme je viens de le mentionner, on a des enjeux au niveau de la desserte en résidentiel. Toutefois, on a quand même des secteurs résidentiels à proximité.
mais on a quand même une belle aussi concentration, si on veut, d'institutions. On a ce qu'on appelle notre pôle institutionnel avec l'école, avec certains services à la population, bien entendu l'hôtel de ville, le centre d'entraide, etc. Donc, on a quand même cette belle concentration-là qu'on considère comme étant une force. On a aussi une bonne desserte en infrastructure de loisirs en plateau sportif là, avec l'école, avec les différents terrains de sport. Ça génère un achalandage, ça génère une activité, si on veut, là, dans notre secteur qui peut devenir intéressant tant pour des futurs résidents que pour des commerces. Puis, je pense que vous êtes quand même tous au fait aussi. Saint-Colomban se démarque sur l'ensemble de son territoire, je vous dirais, mais c'est aussi vrai à l'intérieur de notre secteur central. On a la présence d'aires boisées, on a la présence d'arbres matures, donc on a une belle canopée là, urbaine dans le secteur. Vous allez juste m'excuser, je vais me moucher un peu. Donc, puis pour ce qui est des potentiels, c'est ça. Comme je le mentionnais tantôt lorsque je présentais le territoire, on a de la disponibilité d'espaces vacants à développer qui offrent un fort potentiel en raison de leur localisation avantageuse. On se retrouve dans notre noyau, on se retrouve le long d'axes routiers stratégiques. Donc, il y a un beau potentiel à ce niveau-là. On a aussi la présence de locaux vacants au centre noyau villageois, donc ça peut, oui, être vu comme étant une faiblesse, mais si on veut générer et profiter d'un développement soutenu, des locaux vacants devient un potentiel. Il y a aussi le projet de relocalisation du garage municipal là, qui pourrait servir en fait de projet de développement catalyseur en faisant un projet exemplaire par votre municipalité. Et on a un potentiel de réaménagement de l'emprise de la montée de l'église malgré les contraintes liées notamment avec la gestion MTQ. On a quand même décelé là, un potentiel avec la largeur puis avec aussi les aménagements adjacents là, à la montée de l'église. Et finalement, la présence de pôles institutionnels et récréatifs existants qui demeurent, qui peuvent être consolidés, mais qui, à notre avis, constituent là, un fort potentiel pour justement générer davantage d'achalandage puis rapprocher les gens aussi des services institutionnels. Donc, suite à ce diagnostic-là, nous, on a proposé, nous étant APUR et le Conseil, on vous propose en fait un énoncé de vision qui vient résumer en gros ce qu'on propose pour le secteur du PPU. Donc, l'énoncé de vision qui se lit comme suit. Faire du secteur centre du périmètre urbain de Saint-Colomban un cœur de vie dynamique, diversifié, attrayant et sécuritaire en misant sur le redéveloppement de la montée de l'église pour en faire une vraie vitrine identitaire, ainsi qu'en optimisant le centre-ville de manière à en faire un pôle multifonctionnel attrayant. Donc, l'idée, c'est vraiment de passer d'un secteur plutôt monofonctionnel jusqu'à un certain point, puis d'insuffler une nouvelle vie, donc d'amener des résidents, d'amener des habitations, des gens pour en faire un pôle multifonctionnel. Le tout en faisant du secteur un lieu facilement accessible en transport actif, avec des infrastructures de mobilité sécuritaires qui permettent de le connecter avec les secteurs résidentiels à proximité. Comme je le mentionnais, on a des secteurs résidentiels qui sont bien développés. On veut s'assurer que les gens, pas nécessairement simplement les gens qui vont habiter le futur centre-ville, secteur centre de Saint-Colomban, mais aussi les résidents adjacents qui puissent profiter là, de différents liens de mobilité active sécuritaire. Comment on traduit en fait cette vision-là? On va la décliner en 3 orientations. Donc, on a la première orientation qui est de faire de la montée de l'Église une vitrine identitaire pour la ville. Notre deuxième orientation qui est de faire du centre-ville un pôle multifonctionnel attrayant. Et la troisième orientation qui est d'améliorer l'accessibilité et les conditions de déplacement au sein du centre-ville. Donc, on reprend les éléments de la vision qu'on décline en 3 orientations. Puis, ces orientations-là se décortiquent en objectifs et en interventions, moyens de mise en œuvre.
Là, ici, je vous fais des exemples d'intervention. Le PPU en soi a a une liste plus exhaustive que ce que je vais vous présenter ce soir, donc je vous invite à en prendre connaissance. Mais pour ce qui est de l'orientation 1, donc on a le premier objectif de créer une image urbaine, dynamique et attrayante. Comment y arriver? Bien, entre autres, on misera sur le développement d'une signalétique signature permettant de marquer les entrées au secteur centre de la ville. L'objectif 2, aménager des espaces publics de qualité. Donc, comment y arriver? Entre autres, par l'aménagement d'une place publique en face de l'hôtel de ville. L'objectif 3, limiter la place des aménagements dédiés à l'automobile. Comment? Bien, en favorisant l'implantation des aires de stationnement en cours latéral ou arrière. L'objectif 4, donc, de mettre de l'avant des pratiques d'aménagement contemporaines en imposant l'implantation de bornes de recharge pour véhicules électriques au sein des nouveaux projets. Un exemple parmi tant d'autres. Par la suite, on arrive à l'orientation 2. Donc, le premier objectif qui est de bonifier l'offre commerciale de manière à répondre aux besoins courants et semi-courants de la population. Comment on peut y arriver? Bien, c'est entre autres en favorisant l'intégration de la fonction commerciale au sein des rez-de-chaussée sur la montée de l'église et de la côte Saint-Paul. Vous allez voir plus tard, là, dans les propositions réglementaires, là, il y a des éléments à ce niveau-là. Le deuxième objectif, donc, faire de la fonction résidentielle une composante structurante du centre-ville. Donc, comme on le voyait dans notre vision, on veut vraiment insuffler, on veut ajouter une population plus importante dans notre centre-ville. Donc, entre autres, on va venir adapter, comment y arriver? Bien, on va venir adapter l'appareil réglementaire de manière à exiger l'intégration de la fonction résidentielle au sein de bâtiments mixtes. Actuellement, on a l'option de faire un ou l'autre. Nous, l'idée, ça va être de vraiment obliger une fonction résidentielle et encourager, comme je le mentionnais aussi, une fonction commerciale, du moins au rez-de-chaussée, pour stimuler la mixité. Pour ce qui est de la troisième orientation, donc tout ce qui a trait à la mobilité active, un des objectifs, c'est d'aménager une piste multifonctionnelle le long de la montée de la baie. Vous m'excuserez, je suis dans une autre municipalité. La montée de l'église, donc c'est vraiment d'aménager une piste en site propre. Ici, on vous a fait là, une coupe qui illustre ce que pourrait avoir l'air une piste multifonctionnelle le long de la montée de la baie. Donc une piste montée de l'église, du côté, donc, qui se retrouverait du côté est là, de la montée de l'église. Deuxième objectif, donc promouvoir l'utilisation des modes de transport alternatifs. Donc oui, on a notre piste multifonctionnelle sur la montée de l'église, mais on a aussi des ramifications pour s'assurer que nos secteurs résidentiels adjacents puissent profiter de cette nouvelle piste multifonctionnelle-là. Donc, l'idée, c'est vraiment d'améliorer. Vous avez déjà des connexions, vous avez déjà des sentiers prévus, mais ce serait d'améliorer avec des interventions peut-être un peu plus ponctuelles là, ces fameux liens actifs-là. Puis aussi, on le verra, mais dans notre plan, il y a des secteurs qui vont être voués à du développement résidentiel, un peu plus, avec une plus grande intensité. Dans ces secteurs-là, c'est prévu justement d'aménager, lorsqu'il y aura des discussions avec les promoteurs, d'aménager différents liens là, de mobilité active. Donc, au terme des orientations objectives, par la suite, on a identifié en fait des interventions ou des intentions principales. Donc ici, c'est une liste, encore une fois, non exhaustive, mais qui vous donne un bon portrait de ce qui est prévu. Donc, on veut prolonger l'aqueduc, on veut desservir le secteur en égouts sanitaires, on veut améliorer le réseau de mobilité active, créer des espaces publics de qualité, générer une nouvelle offre commerciale et diversifier les typologies résidentielles dans notre secteur PPU.
Donc ici, on vous a résumé ça sous forme d'un plan concept d'organisation spatiale, plan d'aménagement. On vous donne, c'est des idées, on s'entend, là, c'est un plan, c'est des grandes intentions qu'on a mis en plan. Là, juste pour vous situer, pour faciliter la lecture, puis pour aussi avoir des plus grands zooms, là, on vous a mis le territoire de côté. Là. Donc, à gauche, oui, à gauche, on est au nord. À droite, on est au sud. En haut, à l'est et en bas, à l'ouest. Donc, tout ce qui est en haut de Côte-Saint-Paul, comme vous pouvez le voir, on a des secteurs qui ont été identifiés comme étant des secteurs à développer à des fins résidentielles. Donc, nos taches jaunes que vous voyez sur le plan sont des secteurs identifiés à des fins résidentielles. Ce qu'on a illustré ici en pointillé, c'est un réseau routier projeté en fonction des différentes contraintes. Là, on a analysé les contraintes topographiques, les contraintes environnementales. On a la présence, dans certains cas, de milieux humides, milieux hydriques. Donc, ces éléments-là sont pris en considération là, dans les propositions d'aménagement. Puis, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est vraiment une densification qui se ferait le long de Côte-Saint-Paul et de la montée de l'église, là, avec une intensification peut-être un petit peu plus soutenue, là, vraiment à la croisée des deux chemins. Puis, voilà, on illustre aussi, on a illustré en fait le réaménagement de la montée de l'église avec l'aménagement d'une piste multifonctionnelle. Puis les nœuds, en fait, si on veut, d'interaction sociale, notamment avec notre placette publique là, projetée là, à l'avant du centre, en avant de l'hôtel de ville, là, pas loin d'ici, et vers l'école, vers le marché là, public. Donc ici, la petite coupe que vous voyez, qu'on avait identifiée là, un peu plus tôt dans nos objectifs. Donc, comme je le mentionnais, l'idée, c'est de venir aménager une piste multifonctionnelle en site propre. On est quand même limité au terme de notre emprise. On ne veut pas nécessairement aller en acquisition, en expropriation. Là. Donc, ce qui a été prévu ici, c'est une piste qui serait délimitée avec, qui pourrait être surélevée là, légèrement en hauteur. On s'entend qu'on est encore dans des esquisses préliminaires. Là. Tout ça sera développé davantage là, lorsque les mandats seront donnés. Là. Mais l'idée, c'est ça, ce serait vraiment de venir sécuriser une piste multifonctionnelle délimitée par des bollards là, et une surhauteur. On conserve le trottoir là, du côté ouest de la montée de l'église. Puis, aussi, à certains endroits là où l'emprise nous le permet, on pourra intégrer là, de la gestion des eaux pluviales par des aménagements, là, si on veut, plus contemporains, là, avec des noues drainantes qu'on appelle, là, ou des jardins de pluie, tranchées drainantes, etc. D'autres inspirations, principes d'aménagement. Ce qui est souhaité, bien entendu, oui, on veut une intensification, on veut une densification du secteur, mais on veut le faire de façon intelligente et on veut le faire de façon aussi harmonieuse et en respect du contexte. Comme je le mentionnais, un des points forts de Saint-Colomban, c'est la présence d'espaces verts, la présence d'arbres. Donc, ce qui est souhaité, c'est bien entendu de miser sur ces éléments-là et d'assurer une préservation au maximum de notre couvert forestier. Bien entendu, il y a des compromis à faire parce que quand on parle construction, il va y avoir certaines surfaces végétales qui vont être perdues, mais en contrepartie, je pense qu'on peut miser sur une architecture contemporaine qui va pouvoir intégrer différents principes là, de développement durable, de construction durable. On vous parlait aussi de créer une petite placette publique. C'est sûr que là, ici, au terme de l'image, on est peut-être un petit peu à une échelle un petit peu plus grande, là, mais l'idée, c'est vraiment d'incorporer un aménagement là, public qui va marier, en fait, puis qui va s'assurer de relier nos deux secteurs, là, nos deux bords de la montée de l'église.
En faisant une piste multifonctionnelle, en rétrécissant légèrement potentiellement le flux de circulation, ça va faire en sorte que, tu sais, on va pouvoir mieux connecter les deux côtés, en fait, de la montée de l'église. Puis l'idée, bien, c'est vraiment de ramener l'ensemble, bien, la plupart de notre achalandage au point que je vous mentionnais, là, au devant du centre d'entraide, pour faciliter les traverses, puis s'assurer que les gens puissent traverser de façon sécuritaire. Donc, tout ça agrémenté d'une place publique où là, ça pourrait devenir vraiment un lieu aussi de rassemblement, puis un lieu de socialisation. Bon, j'en ai déjà parlé, mais les intentions aussi, puis on parle de la montée de l'Église, mais on parle aussi des futurs développements avec des rues. Je ne sais pas si vous êtes familier un peu avec le concept de rue éponge, là, qui est un concept, si on veut, un peu plus à la mode ces temps-ci, mais c'est vraiment de limiter, en fait, l'eau qui irait dans les canalisations et donc vraiment gérer l'eau pluviale à ciel ouvert par l'aménagement de noues drainantes paysagères. Donc, ce ne sera pas bien long, on a presque fini avec le PPU et après ça, on tombe dans le PIA. Comment mettre en œuvre ce PPU-là? Comme je le mentionnais, il y a différents types d'interventions qui sont prévus au document. Un des éléments, lorsqu'on fait un PPU, on a une obligation, la municipalité a une obligation d'adopter ce qu'on appelle des règlements de concordance. Ça, c'est vos règlements d'urbanisme, en fait, qui sont modifiés, donc votre règlement de zonage, potentiellement lotissement, règlement PIA, etc., qui sont modifiés pour s'assurer que la vision qu'on vous propose dans le PPU se traduit dans vos règlements. Parce qu'un PPU, ce n'est pas opposable aux citoyens, là, c'est un document de planification, c'est beau, on pourrait même le tabletter puis dire on a fait notre job, mais en vertu de la loi, on a une obligation de faire une concordance pour s'assurer que les projets qui sont présentés au service d'urbanisme, au conseil, potentiellement lorsqu'on a une approbation discrétionnaire, bien, de s'assurer, en fait, que ces projets-là respectent la vision qu'on a définie dans le PPU. Je mets un peu en contexte parce qu'en fait, notre plan des affectations, les affectations, c'est ce qu'on retrouve dans un plan d'urbanisme ou dans un PPU. C'est les grandes vocations de notre territoire qu'on vient placer. Puis, on vient identifier, en fait, qu'est-ce qu'on juge comme étant compatible au terme des usages à l'intérieur des différentes affectations. Donc, pour le PPU, on a identifié 3 affectations que vous voyez ici sur le plan. Donc, notre affectation en bleu qui se trouve à être la fonction institutionnelle. Donc, on va réserver nos usages là, publics, nos usages institutionnels à l'intérieur de cette... Je vais vous arrêter un peu, M. Gilbert. Je veux juste amener les gens à se positionner sur la carte. Vous pouvez continuer. Puis je vais... on a... là, je suis loin du micro. Là. Mais ça, c'est la Côte-Saint-Paul ici. Puis direction Saint-Jérôme. OK, direction Gore-la-Chute. Saint-Colomban, direction nord, Mélile. Et là, direction Mirabel. Donc ici, on a les 2 stations-service. L'école est ici, l'école des Hauts-Bois, l'hôtel de ville, le terrain de soccer. C'est ça? Oui. Ouais. Terrain de soccer. Donc ici, on a la rue Cousineau, puis ici, c'est le site du garage municipal. Ça va? Merci. Excellent. Super. Donc, on a notre fonction, notre affectation plutôt institutionnelle. L'affectation mixte aussi, comme on l'a vu là, sur le plan concept d'aménagement, qui se retrouve en grande partie le long de Saint-Paul et un peu aussi le long de la montée de l'église. Puis, notre affectation résidentielle de moyenne et forte densité là, en jaune, qui se retrouve essentiellement dans la partie nord de notre territoire.
En gros, ce qui est prévu là, dans notre affectation résidentielle de moyenne et forte densité, c'est des usages résidentiels, comme vous pourrez le deviner, avec ce qu'on appelle une densité d'occupation du sol qui est exprimée en logements par hectare de 20 logements à l'hectare. Donc, vous prenez 10 000 mètres carrés, 100 000 pieds carrés pour ceux-là qui sont peut-être plus familiers avec le système impérial, voilà. Voilà. Donc, ça, c'est pour notre affectation résidentielle. Pour notre affectation mixte, on va venir autoriser, en fait, on va venir obliger la fonction habitation, puis on va venir aussi autoriser nos fonctions commerciales et de services avec, encore une fois, une densité d'occupation du sol là, minimale de 20 logements à l'hectare. La densité est seulement applicable pour les bâtiments qui ont une fonction résidentielle, mais comme je le mentionnais, en fait, les nouveaux projets devront obligatoirement avoir une fonction résidentielle. Puis pour ce qui est l'institutionnel, sans vouloir me répéter, mais on est dans les services publics et dans les institutions. Finalement, on a notre plan d'action qui se définit en 9 grandes actions. On a 3 types d'horizons pour chaque action. Donc, on vient définir temporellement quand ces actions-là devront être réalisées. Donc, on a l'horizon court terme qui se traduit en 0,5 ans, l'horizon moyen terme 5 à 10 et l'horizon à plus long terme, donc 10 ans et plus. On est venu aussi identifier les porteurs. Bien entendu, la Ville de Saint-Colomban demeure le porteur principal pour l'ensemble de ces actions-là, mais vous allez voir qu'il y a quand même certains collaborateurs, là, dépendamment des actions qu'on a identifiées. Donc, une première action qui se trouve à être étudiée est entamer le processus de prolongement de l'aqueduc à la desserte en égout sanitaire, donc dans un horizon 0-10 ans. Avec le porteur qui est la Ville de Saint-Colomban, bien entendu, et collaborateur gouvernement du Québec. L'aménagement d'une piste multifonctionnelle dans la prise de la montée de l'église. On vise un horizon 0,5 ans en collaboration avec le MTQ. L'aménagement d'une traverse piétonne surélevée, donc entre l'école au bois puis l'hôtel de ville ou le centre d'entraide, lié aussi avec la place publique pour justement améliorer la sécurisation là, des traverses. Donc ça, on vise un horizon 0,5 ans, encore une fois, avec la collaboration du MTQ. L'aménagement d'un espace public intégrant du mobilier urbain signature à l'intersection de la montée de l'église et de la côte Saint-Paul. Donc là, on est dans notre intersection plus stratégique. L'idée, c'est d'en faire vraiment une entrée de ville dont les résidents et résidentes en seront fiers. Donc, un horizon 0,5 ans. La modification au règlement d'urbanisme pour régir les usages, les hauteurs, la configuration des espaces de stationnement, etc. Donc, ce que je mentionnais plus tôt, les fameux règlements de concordance, on a une obligation par la loi. Donc, ça fait partie de notre plan d'action. Bien entendu, tout ça va être réalisé là, à court terme. La création d'une placette publique centrale, donc en lien avec l'intersection surélevée, vraiment au cœur du PPU. L'idée, c'est de créer cette placette-là dans un horizon 0,5 ans. On a aussi notre 7e action qui est la réalisation d'une étude en collaboration avec la SCHL dans l'optique d'encourager la diversification des typologies résidentielles au sein des secteurs à développer. Ça, c'est un élément, en fait, j'ai peut-être omis de le mentionner dans notre diagnostic, mais il y avait vraiment une intention de vouloir diversifier notre typologie résidentielle. À Saint-Colomban, on a, jusqu'à un certain point, on est peut-être peu diversifié au terme de nos types d'habitation. On ne répond peut-être pas aux besoins de certaines populations, là, si on pense à une population âgée ou encore à des jeunes professionnels célibataires, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler de pair avec la SCHL pour venir stimuler justement une diversification. Puis après ça, ça pourrait être traduit par des actions réglementaires ou encore par des ententes là, promoteurs.
Une autre des actions, en fait, c'est d'identifier le secteur centre de manière spécifique par l'intégration d'aires urbains et d'aménagement signature. Donc, on veut vraiment donner une image propre au secteur et l'idée ici, ce serait de venir intégrer de l'art urbain qui pourrait être réalisé soit par des artisans locaux ou via des concours, là, mais cette intention-là se ferait dans un horizon court terme, 0,5 ans. Puis finalement, la dernière action, la dernière intervention, ça va être d'étudier la possibilité de procéder à l'enfouissement des fils lors du réaménagement de la montée de l'église. C'est un élément aussi qui était ressorti dans notre diagnostic, nécessairement au terme du paysage, au terme aussi de l'entretien. Je pense qu'on l'a vécu aussi dans les dernières années là, avec les aléas de la météo. Donc l'intention ici, ce serait de travailler là, de pair avec nos collaborateurs pour voir à enfouir les fils. Si je peux ajouter, l'idée d'enfouissement des fils, c'est se dire, si on ouvre la rue pour passer évidemment un réseau d'aqueduc, réseau d'égouts, on en profiterait pour enfouir les fils. Là. On n'enfouit pas les fils comme ça. Là. On se dit, on ouvre la rue, on va tout faire en même temps. C'est ça qui est derrière cette idée-là. Donc, c'est ce qui conclut la présentation du PPU. Si vous me permettez, je vais continuer avec la présentation portant sur le règlement sur les PIIA. Je vais vous présenter la nouvelle structure du règlement rapidement. La présentation des secteurs PIA, puis par la suite, on va pouvoir passer là, les principaux objectifs et critères par secteur. Oui, ce qu'on a demandé à M. Gilbert, c'est de commencer avec ce qui s'applique de manière généralement. Et ensuite, on va rentrer secteur par secteur pour aller voir spécifiquement ce qui s'applique dans les 5 zones distinctes. Excellent. Puis, juste pour vous mettre en contexte, un règlement sur les PIA, c'est un règlement qui s'ajoute au règlement normatif. Okay? Donc, normatif, on a notre règlement de zonage qui vient définir nos usages, qui vient définir nos paramètres volumétriques d'implantation de nos bâtiments, entre autres. L'aménagement aussi des terrains, etc., l'aménagement des aires de stationnement. On a aussi notre règlement de lotissement qui vient définir les normes pour créer un nouveau lot. Donc, on veut subdiviser un lot pour en créer un deuxième, un troisième, un quatrième pour venir accueillir des bâtiments. Ça, c'est notre règlement de lotissement. Donc, tout ça est normé. Donc, un projet qui est déposé et présenté au service d'urbanisme, si les normes sont respectées, good, on émet le permis, merci, bonsoir. Si on a un règlement de PIA, c'est ce qu'on appelle un règlement discrétionnaire. C'est une couche qui s'ajoute, en fait, à nos règlements normatifs. C'est un règlement qui va viser plus la qualité des interventions, qui va définir les objectifs, les critères d'évaluation d'un projet, puis vers où le conseil souhaite s'en aller, vers où la population souhaite s'en aller par rapport aux interventions. Donc, lorsqu'un projet est assujetti à un PIA, il y a toute la méthode, la mécanique, si on veut, d'analyse. Donc, le service d'urbanisme qui analyse a priori si la demande est complète, conforme au règlement. Puis par la suite, c'est envoyé au CCU, au Comité consultatif d'urbanisme, qui fait ses recommandations au conseil. Puis le conseil doit adopter une résolution pour approuver ou refuser un projet en vertu des objectifs et des critères d'évaluation. Donc, c'est vraiment une couche supplémentaire pour s'assurer de la qualité, de l'intégration, l'harmonie, la cohérence des interventions sur le territoire, puis de répondre à la vision qu'on s'est donnée pour les différents secteurs. Donc, votre règlement de PIA, vous avez actuellement un règlement de PIA. Nous, on avait le mandat de refondre, de revoir ce règlement-là dans son ensemble. On a proposé une nouvelle structure qui ne détonne pas nécessairement d'une structure traditionnelle de PIA, mais simplement pour vous dire que désormais, vous avez votre chapitre 3 qui vient identifier par secteur le territoire d'application, les interventions visées et les objectifs et les critères d'évaluation qui sont utilisés pour l'analyse d'une demande.
Donc, le règlement de PIA, on a 5 secteurs où s'appliquent les différents objectifs et critères. On a le secteur 1 qui est l'entrée de ville. C'est juste un instant, monsieur. Ça, c'est c'est sur Montée de l'Église, intersection Rivière-du-Nord. Donc, on peut peut-être passer à la carte tout de suite, ça va être plus facile de visualiser. Oui, effectivement. Donc, nous sommes en haut à gauche. Donc, vous voyez, là, ça va à peu près, là, la montée de l'église, là, ça va un petit peu dépasser... Rue Louis, chemin Rivière-du-Nord. Exact. Donc, la rue Louis, qui est pratiquement en face de la rue du Cap, avant la rue Améthyste. On a aussi le centre du village, donc qui est notre territoire PPU, là, qu'on voyait tantôt, qui couvre l'ensemble du territoire PPU. On a aussi le secteur Saint-Nicolas, notre secteur 3, là, qui fait un axe quand même assez important, voilà, qu'on voit. Donc, à gauche, vous avez les zooms, là, puis à droite, c'est la carte du territoire, là. Donc, notre secteur 3, je ne sais pas si je peux pointer avec ça. Ouais, je peux le faire, Guillaume, sans problème. Donc, c'est de Saint-Paul à peu près à la rue La Rivière, sur Saint-Nicolas. Secteur 4, qui est notre zone industrielle sur Saint-Paul, dans la portion ouest de notre territoire. Ouais, c'est plus loin que ça, hein, c'est la Pinette. J'ai dit la rivière, mais c'est la Pinette. Pardonnez-moi. Puis le secteur 5, qui est Coteau, Rivière-du-Nord, donc au sud, là, dans notre portion plus rurale là, du territoire, jusqu'au territoire de la Chute. Mirabel. Mirabel, excuse. Donc, voilà. Au niveau du secteur 1, donc, notre secteur 1, entrée de ville, on arrive de Mirabel, on est sur la montée de l'église. Nos principales caractéristiques, on est une des principales entrées de la ville. On a, puis ça c'est de façon généralisée, mais il y a lieu de le rappeler, on est dans un milieu quand même relativement boisé. On a la présence, une mixité des usages, on a des fonctions commerciales quand même, on a des fonctions aussi résidentielles. On a aussi des implantations qui sont irrégulières, des constructions. On n'a pas nécessairement d'alignement de construction, donc on peut avoir des constructions qui sont un peu plus loin de la voie. Il y en a qui sont de la voie publique, il y en a d'autres qui vont être un peu plus rapprochés. On a aussi l'impact visuel des aires de stationnement, donc souvent les aires de stationnement vont se retrouver en cours avant. Et on a une qualité inégale de l'affichage et de l'architecture. Pour l'entrée de ville, donc, on va avoir des objectifs et critères qui vont être spécifiques au lotissement, à l'implantation des bâtiments, l'architecture des bâtiments, l'aménagement des terrains et à l'affichage. Puis là, ici, c'est non exhaustif, là. On s'entend que le règlement est beaucoup plus étoffé. Il y a une liste quand même un peu plus longue, là, tant au niveau des objectifs que des critères, mais on souhaitait quand même vous illustrer ceux qu'on considérait comme étant les plus pertinents au secteur. Mais je vous invite encore une fois à prendre connaissance là, des règlements. Donc, un des objectifs et critères relatifs à l'implantation des bâtiments, c'est d'atténuer les écarts existants dans l'implantation des bâtiments principaux et tendre vers un alignement homogène du cadre bâti. Donc, en gros, on veut s'assurer que visuellement, au niveau du paysage, qu'on ait des constructions qui soient alignées. Donc, on va comment déterminer si on respecte cet objectif-là, c'est qu'un nouveau bâtiment principal est implanté de façon à assurer un alignement des façades de manière continue et homogène le long de la voie de circulation. Donc, il ne sera pas plus rapproché ou plus éloigné des bâtiments voisins, mais va tendre vers une uniformité de l'alignement. On a aussi des critères spécifiques à l'architecture des bâtiments. Donc, un des objectifs, c'est d'insérer de nouveaux bâtiments s'intégrant au milieu en regard à la volumétrie et au gabarit, mais en proposant une architecture contemporaine distinctive de qualité de manière à offrir un caractère propre au secteur. Donc, on veut quand même que notre volumétrie de nos bâtiments s'apparente à ce qu'on retrouve dans le secteur, mais on souhaite, au niveau de l'architecture, avoir une architecture qui est contemporaine, tout en s'assurant de respecter les caractéristiques du cadre bâti existant. On veut aussi favoriser l'emploi de pratiques de construction durable, notamment par la végétalisation des toits ou encore l'utilisation de membranes réfléchissantes ou de couleurs de toiture ou
de matérialité là, qui vise à réfléchir la lumière plutôt que de l'absorber pour, entre autres, limiter toute la notion d'effet d'îlot de chaleur. Un objectif spécifique, des objectifs en fait spécifiques à l'aménagement des terrains, donc intégrer des aménagements paysagers permettant de contribuer à la mise en valeur du secteur à prédominance boisée. Je vais me répéter encore, mais l'intention, c'est vraiment de préserver le caractère boisé, de s'assurer qu'en cours avant, on ait la présence d'arbres et même de massifs boisés pour s'assurer de préserver cette image-là, ce paysage urbain naturel-là. On veut aussi minimiser l'impact visuel des aires de stationnement et des quais de chargement et de déchargement. Comment ça, on souhaite les amener plus en cours latéral ou en cours arrière, surtout pour ce qui est des usages commerciaux. Puis, finalement, un des objectifs spécifiques à l'affichage, on veut assurer une certaine harmonie. Donc, on veut promouvoir un mode d'affichage distinctif et respectueux de la vocation du secteur et des caractéristiques du bâtiment. L'affichage est omniprésent dans nos paysages. On veut s'assurer que les projets d'affichage soient cohérents et qui participent vraiment à l'embellissement du paysage et non deviennent une pollution visuelle. Donc, on veut vraiment aller contrôler ces projets-là. Pour ce qui est du secteur 2, donc le centre du village, nos principales caractéristiques, on a notre caractère villageois, on a la concentration de bâtiments et d'équipements institutionnels, on a aussi une plus grande qualité de l'architecture et des aménagements, notamment par le fait qu'on fait affaire à des bâtiments institutionnels, et on a une densité d'occupation du sol plus élevée, ou du moins on tend vers une densité d'occupation du sol plus élevée. Encore une fois, on va avoir des objectifs et critères sur le lotissement et au tracé de rue. Donc, on a des secteurs qui sont voués à du développement. Donc, avec ouverture de rue, on veut venir encadrer comment ces rues-là vont pouvoir être tracées, vont pouvoir être aménagées. L'implantation des bâtiments, l'architecture des bâtiments, l'aménagement des terrains et, encore une fois, l'affichage, parce qu'on est dans une mixité, on va avoir des fonctions commerciales qui nécessitent des enseignes. Un des objectifs pour ce qui a trait au lotissement ou à tracé de rue, donc c'est de concevoir des tracés de rue qui encouragent l'implantation de modes de transport actifs et collectifs et assurant une circulation fonctionnelle et sécuritaire des usagers. Donc, on va vouloir s'assurer qu'on a une trame de rue qui n'est pas trop discontinue, qui ne rend pas les trajets trop longs pour les piétons, pour les cyclistes. Donc, on va miser vers des tracés qui sont peut-être un petit peu plus orthogonaux ou qui suivent quand même les éléments topographiques, mais qui vont permettre vraiment là, une meilleure, on utilise le terme perméabilité, là, mais pour assurer qu'on ait des liens plus directs, plus écourtés des déplacements actifs pour encourager justement les gens à marcher vers les services, vers les commerces. Aussi, un objectif et critère spécifique à l'architecture des bâtiments, on veut intégrer de manière harmonieuse les nouvelles constructions dans le milieu d'insertion tout en autorisant une réinterprétation plus contemporaine de l'architecture afin d'octroyer un caractère propre au secteur. Donc, on veut quand même reprendre les éléments identitaires au terme de l'architecture. On a souvent des bâtiments à versants. On a aussi une certaine matérialité là, qui est plus près de la nature. Donc, on veut s'assurer de reconduire ces caractéristiques-là du cadre bâti, mais on veut quand même les réinterpréter de façon contemporaine. Donc, on veut peut-être minimiser les détails architecturaux puis aller vers un langage plus minimaliste de l'architecture à ce niveau-là. Pour ce qui est de l'aménagement des terrains, donc encore une fois, on veut minimiser l'impact visuel des aires de stationnement et des quais de chargement. Et voilà. Donc, pour le secteur 3, le secteur Saint-Nicolas, donc encore une fois, nos principales caractéristiques, milieu boisé, mixité des usages, ça ressemble un peu en fait à notre entrée de ville. On est dans des caractéristiques qui peuvent s'apparenter. Implantation régulière des constructions. On a aussi faiblesse dans l'aménagement des aires de stationnement. Donc, les aires de stationnement ne sont pas nécessairement structurées, bien organisées. Puis, encore une fois, on a une qualité inégale de l'affichage et de l'architecture.
Donc, on va venir fixer des objectifs et des critères pour le lotissement, l'implantation des bâtiments, l'architecture des bâtiments, l'aménagement des terrains et l'affichage. L'objectif et critère, un des objectifs spécifiques au lotissement, donc développer des terrains ayant des superficies et des dimensions qui conviennent à la construction de bâtiments de moyenne superficie d'implantation, tout en maximisant le nombre de terrains ayant front sur la voie de circulation. Donc, on ne veut pas nécessairement se ramasser avec de grands lots qui sont trop larges par rapport à ce qu'on retrouve dans le secteur. On veut s'assurer d'avoir pas nécessairement des percées visuelles, mais avoir une certaine perméabilité là, de nos terrains. Puis on veut, au même moment, conserver des bandes boisées là, entre les différents terrains. Objectifs et critères spécifiques à l'implantation des bâtiments, donc atténuer les écarts existants dans l'implantation des bâtiments principaux et tendre vers un alignement homogène du cadre bâti. Encore une fois, on a des implantations irrégulières, on veut tendre vers un alignement plus régulier. Pour ce qui est de l'architecture des bâtiments, on veut préserver les principales caractéristiques volumétriques du cadre bâti existant. Donc, on veut encore une fois s'assurer que notre volumétrie de nos nouveaux bâtiments respecte celle des bâtiments existants. Tout ça, bien entendu, en fonction du contexte et en fonction des particularités du projet. Puis, on veut harmoniser l'architecture du cadre bâti, notamment là, par l'utilisation de matériaux de revêtement identiques ou similaires pour les façades d'un bâtiment. Pour ce qui est des objectifs et critères spécifiques à l'aménagement des terrains, donc on veut encore une fois minimiser l'impact visuel des aires de stationnement et des quais de chargement et de déchargement. Puis voilà. Donc, pour notre zone industrielle, donc on est dans un autre type de secteur. On a des caractéristiques un peu différentes de ce qu'on vient de voir. On est dans un secteur à caractère plus rural. On a encore la présence de boisés. Donc, c'est à l'intersection Côte-Saint-Paul-Montébrisbois, à l'est du territoire. Puis la zone industrielle, elle existe depuis plusieurs années. Puis, de par sa nature, on a la présence d'activités qui peuvent nuire jusqu'à un certain point à la qualité naturelle, à la qualité du paysage naturel. Et on a aussi la présence là, de plusieurs terrains vagues. Là. Ce n'est pas nécessairement un secteur qui est optimisé actuellement là, pour son occupation. Donc, pour ce qui est de la zone industrielle, on va avoir des objectifs et critères qui ont trait au lotissement, l'implantation des bâtiments, l'architecture des bâtiments, l'aménagement des terrains et l'affichage. Pour ce qui est de nos objectifs et critères spécifiques au lotissement, on veut développer des terrains qui ont une superficie, bien entendu, et des dimensions qui conviennent à la construction de bâtiments de moyenne et de grande superficie d'implantation, tout en maximisant le nombre de terrains ayant front sur la voie de circulation. Pour l'architecture, on veut préserver les principales caractéristiques volumétriques du cadre bâti existant dans la proposition du gabarit, mais ça dans un contexte vraiment industriel. Là. Donc, on s'entend que les propositions seraient comparées au secteur, donc aux bâtiments industriels du secteur, mais on veut rester dans des gabarits qui vont pouvoir être harmonieux. Pour ce qui est de l'aménagement des terrains, donc on veut améliorer la qualité du paysage à travers les aménagements paysagers. Comme on l'a mentionné, c'est des usages qui peuvent parfois générer certaines nuisances par rapport au paysage. On voudra s'assurer là, que le couvert forestier soit quand même présent à l'intérieur de notre parc industriel, de notre zone industrielle. On veut aussi que les aménagements faits par rapport aux heures de stationnement subissent l'objet d'un traitement particulier par l'aménagement d'îlots de verdure, par la plantation aussi d'arbres au sein des heures de stationnement, puis par la gestion des eaux pluviales en site propre, donc par l'aménagement de nous drainantes. Un autre objectif qui a trait à l'aménagement des terrains, donc minimiser l'impact visuel des espaces d'entreposage et des aires de chargement et de déchargement. Donc, on veut s'assurer
par l'aménagement, entre autres, de zones tampons, par des plantations généreuses, de dissimuler là, vraiment nos aires d'entreposage pour ne pas que ça devienne un élément identitaire, si on veut, là, à partir de la rue. Donc, c'est vraiment un point important pour le secteur industriel. Puis, on arrive au secteur 5, donc notre dernier secteur, qui est notre secteur Coteaux-Rivière-du-Nord. Donc, comme je le mentionnais, qui est notre secteur un peu plus rural. Donc, c'est un nouveau secteur qui est assujetti au PIA. Ce secteur-là ne l'était pas. Peut-être expliquer, M. Gilbert. L'idée derrière ça, c'est quand on a fait tout le travail de renouveau quant au logo de la ville de Saint-Colomban, on a réalisé, puis je le dis souvent en blague, mais c'est une fierté, là, la ville de Saint-Colomban, c'est le début du bouclier canadien. Hein? C'est quand vous arrivez à Saint-Colomban par Mirabel, vous le sentez, là, on monte, on arrive vraiment là, sur le roc, sur le bouclier. Puis quand on est, quand on roule souvent sur la 158, ce qu'on voit, là, c'est un mur. Hein? C'est un mur de pins, c'est un mur d'arbres. Fait que l'intention derrière le fait d'ajouter ce secteur-là, le Coteaux-Rivière-du-Nord, c'était vraiment de trouver un moyen de s'assurer de protéger ce paysage naturel-là qui est très identifiant pour la ville de Saint-Colomban. Tout en respectant les limites là, qu'on a quant au respect de la propriété privée. Mais il faut vraiment s'assurer que dans 10, 15, 20 ans, là, parce qu'il y a des implantations potentielles de bâtiments, qu'on finisse par tout couper ces arbres-là, puis que finalement, on perde cette identité visuelle-là. C'est là la motivation derrière l'ajout de ce secteur-là. Merci. Très bon point. Donc, ça résume en fait, en gros, les principales caractéristiques, là, mais c'est ça, on est dans un secteur à caractère plus rural. On a, encore une fois, un milieu boisé, présence de cours d'eau aussi. On a la présence de milieux naturels. Puis, on a une qualité du paysage naturel qui nous apparaissait comme étant fort exceptionnelle. Donc, pour ce secteur-là, on a des objectifs et critères qui sont spécifiques au lotissement, au tracé de rue, à l'implantation des bâtiments, à l'architecture des bâtiments et à l'aménagement des terrains. Un des éléments, notamment, un des objectifs pour le lotissement ou au tracé de rue, c'est de concevoir en fait des tracés de rue qui vont assurer une circulation fonctionnelle et sécuritaire de ses usagers, mais aussi qui va prendre en considération là, les ensembles, les éléments naturels dont je viens de mentionner. Là, si on pense entre autres à la topographie ou encore la présence de cours d'eau, la présence de massifs boisés. On a aussi des objectifs et critères qui sont spécifiques à l'implantation des bâtiments. Donc, respecter les caractéristiques naturelles du terrain. L'idée, c'est de ne pas modifier à outrance la topographie naturelle, donc de vraiment miser sur ce qui est actuellement existant. Un peu un pléonasme, là, mais l'idée, c'est vraiment de ne pas avoir à utiliser des opérations remblai-déblai pour modifier drastiquement là, la topographie qui viendrait accueillir des nouvelles constructions et de vraiment insérer nos constructions sur des plateaux de préférence dans des secteurs où une nouvelle construction peut être implantée permise. Voilà. Et on a aussi des objectifs et critères spécifiques à l'aménagement des terrains, donc intégrer des aménagements paysagers qui permettent de contribuer à la mise en valeur du secteur à prédominance boisée et favoriser la préservation des milieux boisés lors de l'installation d'un système d'épuration d'un puits artésien, donc vraiment s'assurer que la localisation de ces ouvrages-là soit choisie en fonction de la présence du couvert forestier. Donc, c'est ce qui résume ma présentation de ce soir. Merci beaucoup, M. Gilbert. Donc, je vois les gens dans la salle qui ont les copies du règlement. Là. Évidemment, c'est beaucoup plus volumineux que ce qu'on vous a présenté. Là. On a vraiment essayé de faire un sommaire des points les plus importants à vous partager, puis à ce qu'on pense qui va amener le plus de changements là, dans ce qui existe actuellement. Donc, merci beaucoup. C'était un travail quand même important. Donc, ça nous amènerait à la période de consultation, à la période de questions. Comme je l'ai dit, on veut prioriser les gens toujours qui se déplacent avant d'aller en ligne. La procédure, c'est toutefois poser des questions seulement sur le sujet
de la consultation de ce soir. Pour toute question, je vais vous inviter le 14 mai prochain, c'est bien ça, 14 mai prochain pour vous poser vos questions. Donc, vous vous présentez au lutrin, vous nous partagez vos réflexions, vos questions. Ça va nous faire plaisir de répondre dans la mesure du possible. S'il n'y a pas de questions en salle, on va aller en ligne. Puis si jamais il y a une question qui vient de la salle suivant une question ou une réflexion qui nous a été partagée par l'entremise d'Émilie ce soir, il n'y aura pas de problème. Là, tant que la séance n'est pas close, vous pouvez poser vos questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle d'abord? Non, il y en a quelques-unes en ligne. Ah, allez-y. Donc, vous présentez, simplement, vous nous indiquez votre nom, la rue sur laquelle vous habitez, puis vous vous adressez vos questions. Excellent. Donc, Samira Elie sur la rue Kenna. Pas besoin de dire mon adresse, j'imagine. Non, on ne la veut pas. Parfait. Donc, j'ai vu votre plan à long terme là, pour les habitants par hectare. Est-ce que vous avez un chiffre approximatif de nombre d'habitants que vous voulez... Oui. En fait, le logement par hectare, il va être déterminé. Hein. Puis le gros enjeu qui est derrière le PPU actuellement, c'est le financement des infrastructures. Hein, parce que, tu sais, on a beau se faire des plans. Là, on a des idées de chiffres, mais ce qui a toujours été dit dès le départ, c'est qu'on ne ferait pas ce projet-là sans un accompagnement substantiel du gouvernement du Québec. Parce que c'est quand même, tu sais, on a un grand défi, là, c'est-à-dire dynamiter le bouclier canadien pour passer des infrastructures. Puis ça coûte assurément plus cher que dans les basses terres du Saint-Laurent. Donc, juste me répéter votre question, je me suis perdu un peu. C'est quoi la question? En fait, combien de nouveaux logements? Oui, exact. Pas nécessairement de nouveaux logements, mais combien d'habitants prévoyez-vous dans 5 ans? Oui, bien c'est ça. Il y a différents scénarios potentiels. Évidemment, ce qu'on cherche, c'est d'alléger le plus le fardeau fiscal de la population. Ceci dit, on a un dilemme. Parce que plus on allège le fardeau fiscal, ce que ça coûterait finalement dans le compte de taxe des gens, plus ça demande d'amener un nombre de gens important. Donc là, actuellement, on tergiverse entre un scénario de 34 logements par hectare à 50 logements par hectare. C'est les deux scénarios qu'on regarde. Puis évidemment, il y a des marges. En bas de ça, ce qu'on a sorti comme analyse, c'est que le gain n'est pas tant important. Par exemple, si on ne faisait pas ça, puis qu'on continuerait dans le modèle classique de maison unifamiliale, il n'y a pas de gain. Il n'y a pas de gain. Puis derrière cette intention-là, M. Gilbert l'a bien mentionné, puis on lui a transmis. Nous, on veut répondre à 4 grandes problématiques. C'est le fait qu'on n'a pas de commerce, le fait qu'on a, le centre-ville, il n'est pas structuré. On veut des résidences pour personnes âgées. À chaque mois, on perd des gens qui ont habité toute leur vie à Saint-Colomban et qui sont obligés de quitter parce qu'ils vivent dans une maison unifamiliale qui est trop ardue à entretenir. Puis le quatrième, c'est on approche là, une période où les gens qui ont des champs d'épuration, là, ils arrivent à leur durée de vie utile. Fait que c'est important d'agir dans les 10 prochaines années parce que si on manque cette période-là, les gens vont avoir à investir sur un nouveau champ d'épuration, puis le 15-20 000 qu'ils vont avoir à mettre, ils vont l'avoir jeté par les fenêtres. Ça, c'est vraiment... Nous, on est très, très sensibles à ça. Donc, dans le secteur de la rue Félan, le secteur de la rue des Cuivres, c'est souvent des maisons qui ont été construites mi-90. Donc, tu sais, si on calcule 25 ans, 30 ans de système, ces gens-là, ils vont avoir à investir. L'autre élément, il y a plusieurs petits terrains dans le périmètre urbain qui fait que le renouvellement des installations septiques, ça va être un défi énorme. L'école a des problématiques. À l'époque, l'OMH a fallu que la ville cède un terrain pour avoir suffisamment d'espace pour faire un nouveau champ d'épuration. L'Église, un jour, ça va arriver. Tu sais, on arrive vraiment là au bout de la possibilité, le bout des possibilités que les gens ont pour renouveler leur système. Puis ça, c'est problématique. Donc, on tergiverse, là. Tu sais, pour répondre clairement, là, c'est 35 à 50 logements par hectare. Okay. Mais ce qui n'a pas été dit par M. Gilbert précédemment, c'est que nous, sur le site du garage municipal, puis derrière le garage, on a des sentiers de ski de fond, puis ça, nous, on veut les protéger. Quand M. Gilbert a mentionné de travailler avec une canopée déjà présente, il y a des choses qu'on ne sacrifiera pas. Puis ça va être notre défi d'implanter ça tout en gardant ce volet-là. Évidemment, ça ne transparaît pas dans le PPU. Le PPU, c'est une orientation qui est très large. Mais dans l'applicabilité des projets qui arriveraient, on va avoir cette sensibilité-là. Parfait. Excellent. J'ai d'autres questions. Allez-y. Oui.
Au niveau des commerces, est-ce que vous avez l'intention d'attirer des grosses bannières, des grosses franchises, ou vous voulez garder ça de proximité? C'est difficile. Est-ce qu'il y a une intention? Non. Ceci dit, ça va demeurer des terrains privés. Mais des grosses bannières, ça demande des grands terrains. Puis, tu sais, ce que vous avez vu sur le plan, est-ce qu'on peut, Émilie, revenir sur la carte? Revenir sur la carte vraiment orange, jaune et bleu, là. Ça va être plus facile. Donc, c'est pas des terrains de grande dimension. Tu sais, je pense que nous, ce qu'on vise, c'est d'avoir un commerce alimentaire. Je pense que ce serait la plus grosse dimension possible. Sinon, ça va être beaucoup par la dimension des terrains puis la façon dont on veut développer les projets. Ça va être beaucoup du commerce de proximité. C'est ça qu'on vise. Commerce de proximité au rez-de-chaussée avec idéalement des logements à l'étage. C'est vraiment le modèle d'une ville. Ou obligatoirement? Bien, c'est obligatoire. Okay. C'est obligatoirement, évidemment. Tu sais, quand je dis idéalement, c'est parce que après ça, le nombre d'étages, là, moi, on va le fixer ensemble. Tu sais, l'intention, comme je vous dis, l'enjeu, il va être financier. Il n'y a pas d'intention ici là, d'aller le plus haut possible. C'est vraiment, ça va être quoi le juste milieu pour s'assurer de répondre à nos besoins sans surtaxer les gens. C'est notre défi. Évidemment, là, dans ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, vous ne le voyez pas, ça, puis vous ne le verrez pas. On n'a pas, tu sais, on a des estimés, mais ce qui va s'appliquer réellement, ça reste à déterminer. Là, ce que je veux dire ici, c'est le mix, là, ça, c'est les zones commerciales ciblées. Donc, on n'a pas des immenses terrains là-dessus. Le mix, c'est le orange? Oui. Okay. Donc, mix, c'est vraiment commercial au niveau rez-de-chaussée. Ouais. Bien, ici, on est beaucoup... Ça, c'est l'hôtel de ville, ici. Mm-hmm. Donc là, on a du mixte, puis ce qui monte là, vers Saint-Paul. OK. Mais c'est déjà habité, la plupart de ce que vous Oui, pointez? évidemment, les gens qui habitent là, ils ont un droit acquis. Okay. Mais tu sais, il y a une prise de valeur des terrains parce qu'on augmente la possibilité de valorisation des possibilités qui peuvent être faites sur ces espaces-là. OK. Ça, c'est clair. J'ai une dernière question. Au niveau des infrastructures, est-ce que ça va rester à une voie ou vous prévoyez, parce que j'imagine qu'il n'y a pas de place pour élargir? Non, ce qui est prévu, c'est une voie. Une voie. Oui. OK. Excellent. Merci beaucoup. Oui, allez-y, Madame Sylvestre. Bonjour, Anna Sylvestre de la rue des Grands-Pics. Dans l'aménagement du nouveau territoire, des nouvelles rues, des nouveaux bâtiments, est-ce qu'il y a des sections que c'est seulement des maisons, une autre section que ça va être plus des commerces de proximité, ou ça va être mélangé maison, commerce, ça va être un peu comme le terrain se vend, parce qu'il y a des terrains privés, des terrains qui appartiennent à la ville, j'imagine? Oui, il y a un mélange là-dedans. Alors, comment gérer, disons, un terrain privé? Sur la carte qui est derrière moi, oui. Ce qui est en jaune, là, c'est résidentiel moyenne et forte densité. Donc, c'est clairement pas, ce qui est ciblé, c'est clairement pas des maisons unifamiliales. La maison unifamiliale, si on intègre un réseau d'égouts aqueducs, là, ça va coûter plusieurs centaines de milliers de dollars par maison. C'est pas un modèle qui est réaliste. Ceci dit, ce qui est en orange, là, comme j'ai dit, c'est un commercial rez-de-chaussée. Puis là, ensuite, le nombre d'étages qui serait par-dessus les rez-de-chaussée resterait à déterminer. Mais évidemment, on travaillerait en progression là, au niveau de la densité. OK. Puis, les plans démontrés par M. Gilbert, excusez. C'est très contemporain, c'est très beau et tout ça. Les photos ou les plans? Les photos. Ouais. Les photos. J'imagine que dans les cadres bâtis que vous donniez en exemple, qui devaient s'harmoniser déjà à ce qui est déjà construit, est-ce qu'à la ville, lorsque quelqu'un va déposer son plan pour construire soit son commerce ou une maison en logement, il y a déjà des modèles ou une ligne de pensée, une ligne architecturale. Ouais. Parce que d'harmoniser ce qui est déjà là, avec ce que vous avez montré, c'est deux mondes. Oui, il y a des obligations. Puis M. Gilbert, M. Lirette, vous pouvez ajouter n'importe quel argument à ce que je vais dire.
il y a des spécificités qui n'ont pas été mentionnées par M. Gilbert, mais évidemment, on vient encadrer le parement, donc la façade des bâtiments. Si on vient obliger, par exemple, du bois, de la maçonnerie. Okay. Donc, on est capable de venir travailler. Mais ça, on l'a toujours eu, mais on l'améliore un petit peu. On se donne un petit peu plus de clarté, je dirais, avec ce règlement-là. Parfait, ça me rassure. Merci. Mais c'est important, votre question, parce que dans le règlement du plan d'intégration et d'implantation architecturale, c'est un outil que la Ville se donne pour que ce ne soit pas n'importe quoi qui se fasse. C'est comme ça qu'il faut voir ce règlement-là. C'est pour éviter les excès, c'est pour éviter que quelqu'un se lève le matin et qui change un bâtiment en toute légalité sans que la Ville ait une emprise de dire c'est pas ça qu'on veut ici puis c'est pas comme ça qu'on veut que les choses se fassent. Le PIA, il répond à cette problématique ou cette dynamique-là. C'est rassurant. J'espère que vous allez avoir le personnel voulu pour faire les suivis, pour que ce soit respecté. Pour les PIA, c'est quand même assez... tu sais, je dirais, c'est pas... C'est un exercice important là, que les promoteurs doivent faire quand ils déposent un PIA. Là. Dans le règlement, on ne l'a pas exprimé aujourd'hui, là, mais il y a l'explication de toute la procédure, comment ça doit être fait, est-ce que ça prend un plan d'arpenteur, est-ce que ça prend un plan professionnel d'implantation. Donc, puis il y a tout le volet, comment l'architecture doit être décrite, je dirais, dans le document de présentation. Les matériaux présentés. C'est assez bien documenté. J'en doute pas, mais souvent, où ça fait défaut, c'est dans le suivi. Les contracteurs commencent des projets, puis c'est pas suivi par les inspecteurs de la Ville. Ouais. Et ce qui va croche continue à aller croche. Mm-hmm. Mais dans les PIA, je dirais que normalement, c'est assez... les secteurs sont très sont bien déterminés, sont sélectionnés. Donc, pour l'ensemble des membres du conseil, pour l'ensemble des employés, l'administration, normalement, c'est des projets qui sont suivis, attendus, analysés, suivis et surveillés. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, bonjour. François-Olivier Paquin, je suis sur la rue du Puy. Je voulais juste dire, premièrement, que j'aime beaucoup le fait que vous améliorez l'accès aux vélos et aux piétons dans le centre-ville. Moi, le seul problème que je vois, c'est la côte Saint-Paul entre la montée de l'église et Saint-Nicolas, qui n'est pas du tout accessible pour les vélos, les poussettes, les piétons. Par exemple, moi, j'ai dit, je suis sur la rue du Puy, j'étais à 2 minutes d'ici. Je voudrais bien venir en vélo, mais je ne peux pas, à moins de risquer ma vie. Puis même si je voulais aller à la nouvelle bibliothèque, par exemple, de l'autre côté, je ne pourrais pas non plus. Est-ce que c'est quelque chose qui a été étudié? Est-ce que c'est quelque chose ça ne rentre pas dans le cadre de ce qui est présenté aujourd'hui, mais le scénario sur lequel on travaille pour pallier à la dangerosité de la Côte-Saint-Paul, c'est la rue de l'Accueil. Okay. Donc, la rue du Puy, ça va être à peu près la seule rue qu'on n'est pas capable de connecter à la rue de l'Accueil parce qu'il y a beaucoup de milieux humides. C'est une bonne raison, ceci dit. Mais... ça va être accessible par, là, on peut les nommer, artisans, Colombière, Génération, La Sablonnière, Rochon, Tournesol. Ouais. Donc, il va y avoir plusieurs. La rue de l'Accueil, finalement, elle va venir relier toutes les rues qui finissent nulle part, là, j'ai envie de vous dire. Ouais. Puis, de l'autre côté, la rue de l'Accueil, elle va aller se connecter déjà sur les sentiers qu'on aménage sous la ligne hydroélectrique. Après la nouvelle rue, là, la rue des Générations, après Steve Zook, puis tout ça. Puis, elle va aller se connecter sur la rue du Golfe. Donc là, qui va vous permettre, par Golfe, là, prendre la rue... comment ça s'appelle? Ça fait là... Ouais, la rue des Fauvettes. Rue des Fauvettes, ensuite vous tombez sur Bédard, puis là vous êtes capable de rejoindre la rue des Érables, puis vous rendre à la bibliothèque super facilement sans être obligé de rouler sur les routes principales qui sont, on le sait, là, pas faciles en vélo. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a des délais pour ce projet-là? Mais la rue de l'Accueil, on est en dernière analyse. On attendait les certificats d'autorisation du ministère de l'Environnement. On les a eus, là, on est en plein devis. On a des défis, là, on essaie de traverser les milieux humides aux endroits les moins larges possibles. Mais moi, j'aimerais ça que ça roule d'ici un an et demi peut-être. Mais entre mon souhait et la réalité, des fois, il
Il y a une petite distance, oui. Parfait, merci. Merci. Je voudrais savoir si on va penser aux chevreuils dans les nouveaux développements. Ah, mais ça, Mme Sylvestre, on va se contenter de poser des questions pour le plan particulier d'urbanisme. Je ne vois pas nécessairement de lien. Ah, OK, c'est bon. Parce que les chevreuils, si je peux vous... non, je ne répondrai pas. Je vais vous répondre dans 2 semaines. Je vais vous faire une réponse en suivi, OK, en début de séance. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Marc-André Bergeron, sur la rue Cana. J'ai une question concernant les coûts de permis de construction. Vous prévoyez bâtir plusieurs logements. Est-ce que vous prévoyez ajuster les coûts de construction de permis à la baisse? Est-ce que dans les coûts de permis de construction, vous voulez dire plutôt les redevances de développement? Oui, exact. Oui. Nous, ce que peu de gens savent, là, puis même sur la scène nationale, là, la ville de Saint-Colomban était la première ville à appliquer un règlement de redevance au développement au Québec. On avait déjà pensé à l'époque, parce qu'on avait une problématique de logement, que cette mesure-là, elle ne s'appliquerait pas à l'intérieur du périmètre urbain. Elle s'applique en fait par bâtiment. Elle ne s'appliquera pas par porte. Parce que justement, on voulait inciter les gens à développer à l'intérieur du périmètre urbain, puis amener le développement à arrêter justement d'aller déboiser les zones un petit peu éloignées, loin des services complexes, parce que ça coûte cher à la ville, là, ça coûte cher à tout le monde, là. Déneigement, collecte des ordures, entretien des routes. Là, on veut vraiment se concentrer sur le périmètre urbain, puis on y avait pensé à l'époque. Donc, ça va s'appliquer par bâtiment et non par porte. OK? Ça, vous me faites bien de me poser la question parce qu'on ne le dit pas assez souvent. On nous a critiqué un peu sur ce règlement-là, mais on avait fait l'effort à l'époque de l'arrimer sur les orientations gouvernementales puis la dynamique de densification du territoire. Merci. Est-ce qu'on va en ligne? On va en ligne. Madame Sénécal sera notre voix ce soir. Oui. Donc, Maxime Robitaille, rue Bédard. Est-ce qu'il est envisageable d'aménager des pistes cyclables ou des passages permettant de pouvoir mieux circuler à travers les rues afin de se rendre au centre-ville? Ça permettrait d'offrir une alternative autre que de passer par Saint-Paul pour se rendre au marché, au skatepark. Je vais le répéter. Je pense avoir répondu, mais au cas que ça c'était pas clair. L'alternative, ça va être la rue de l'Accueil. La rue de l'Accueil va nous mener jusqu'à la montée de l'église. Donc, à partir de là, il va rester quelques mètres. Donc, le PPU va venir répondre à ça. Hein. Quand on a dit qu'on travaillait à faire un sentier multifonctionnel, bien, ça va pratiquement se rendre à la rue de l'Accueil, là. On va être à quelques mètres. Puis, tu sais, la distance qui manquera, c'est sûr qu'on va le faire pour sécuriser les choses, les gens de la bonne façon. On le fait, on le fait déjà, en fait. Il y a déjà le secteur qui nous amène à la rue des Hauts-Bois. Donc, on va finalement prolonger ça jusqu'à Côte-Saint-Paul. C'est ce qui est prévu là, dans la présentation du PPU. Valentin de Brito, rue Caillat. Bonjour. Vous parlez de rajouter de l'activité commerciale et activité au centre-ville avec la place publique, mais en même temps enlever du stationnement. Ne pensez-vous pas que c'est contre-productif? Car il est déjà compliqué de trouver un stationnement les jours de marché et même très compliqué les jours d'événements, festivals, concerts. Ouais, c'est une bonne question. Puis c'est pas... l'intention, là, elle est davantage de changer la façon dont on amène les gens à se stationner. On veut forcer les stationnements derrière les bâtiments. Donc, je comprends là, que le PPU peut être perçu comme ayant cette intention-là, mais si on prend l'intersection Saint-Paul de l'Église, où il y avait autrefois, là, il y a longtemps, le bar Cherokee, la Marmotte Bâtée, ce secteur-là, il n'est pas desservi par un stationnement, mais s'il y avait un projet qui se déposait, évidemment, le bâtiment, il serait très près de la rue, puis on développerait des espaces de stationnement derrière le bâtiment. Donc, il y a beaucoup d'ajouts comme ça de stationnement qui se feraient avec l'arrivée de nouveaux bâtiments. Puis on veut prioriser aussi, puis faciliter la création de bâtiments souterrains dans les secteurs résidentiels à moyenne et haute densité. Donc, moi je ne vois pas une diminution des espaces de stationnement
derrière la présentation qu'on a faite. Je comprends qu'on peut le comprendre, mais par l'arrivée des nouveaux bâtiments, forcément, ça va ajouter des bâtiments qui pourraient servir à la population dans le cadre d'événements rassembleurs. Jasmine Léger, Rivière-du-Nord. Est-ce qu'il va y avoir des plans de transport collectif de plus en lien avec cette politique pour augmenter l'accessibilité au centre-ville autre que par automobile et vélo? C'est une bonne question, Mme Léger. Le dilemme, amenons des transports avant les logements ou amenons des logements et ensuite le transport, c'est une question actuellement qui est beaucoup d'actualité dans l'ensemble du Québec. Il y a des villes qui sont beaucoup mieux organisées actuellement puis qui ont fait le choix de densifier, qui se voient mal servis en transport collectif, là, principalement dans la CMM. Là, pour en parler souvent avec mon collègue de Mirabel, c'est un gros enjeu. Actuellement, on a un service de transport collectif qui est du taxi collectif, donc du taxi sur demande, finalement, là, où il y a du jumelage. C'est un service qui est quand même assez performant actuellement, mais c'est pas exclu. Nous, là, la Ville de Saint-Colomban, on va toujours y aller en fonction de la demande. T'sais, si jamais il y a une demande, puis on vient densifier un secteur, puis on a une opportunité d'offrir du transport collectif parce qu'il y a une demande, je pense pas que je suis entouré de gens qui refuseraient d'aller en ce sens-là. Stéphanie Blanchette, rue Adèle Berthelot. Bonjour, quelques questions. Est-ce que moi, je l'ai lu en ligne parce que c'est rare que j'ai le temps d'écouter, de faire autre chose. D'habitude, je parle tout le temps. Fait que j'ai vu que Mme Blanchette avait plusieurs questions. Est-ce que vous pouvez, Mme Saint-Cal, juste les énumérer une par une? Qu'on les fasse une à la fois? Oui, une à la fois. Absolument. J'aimerais savoir si ce plan sera officiellement mis en place ou si vous avez l'intention de valider l'assentiment de l'ensemble de la population avant de le mettre en œuvre, par exemple avec un genre de référendum. Oui, actuellement, on n'a pas besoin de faire un référendum. L'exercice actuel là, de consultation, c'est l'occasion qui est offerte à la population de nous faire part de leurs questions, inquiétudes, puis c'est encore le temps de faire des modifications en ce sens-là. C'est pas plus... évidemment, il pourrait avoir des consultations beaucoup plus précises sur des projets particuliers. Par exemple, lorsqu'il y a un changement de zonage, quand il y a des projets particuliers de construction, modification et de PPC moins, occupation d'un immeuble. Immobilisation. C'est immeuble? Non. Non, c'est pas immobilisation. Modification, occupation. Oui, c'est ça. Construction, modification, occupation d'un immeuble. C'est ça, immeuble. Donc, à cet effet-là, il peut y avoir des consultations très, très ciblées, mais ça ne fera pas l'objet d'un référendum. Mais en même temps, c'est une question intéressante parce que ça faisait partie quand même de nos engagements en 2021 de travailler à structurer, élaborer un centre-ville et d'étudier l'arrivée des services publics, donc égouts, aqueducs, dans le périmètre urbain. Deuxième question. S'agit-il d'une première phase et avez-vous l'intention de modifier le zonage pour densifier ailleurs dans le futur? Y aurait-il un quelconque sondage de l'intérêt de la population pour ces projets avant de procéder si c'est le cas? Oui. En fait, toute cette démarche-là est liée, ça va être technique un peu, là, mais aux orientations gouvernementales en aménagement du territoire imposées par le ministère des Affaires municipales. Le modèle classique de on ouvre des rues, on construit des maisons unifamiliales, il n'est plus, je ne même pas, j'allais dire encouragé, mais c'est même pas encouragé, ou d'actualité, où le ministère n'en veut plus, ne le permet plus. On nous a imposé des limites de développement au niveau de la révision du schéma d'aménagement, puis qu'on appelait autrefois orientation 10, mais que finalement ça va se transformer en orientation gouvernementale. On ne peut plus faire ouvrir une rue, faire du 4 000 mètres. Maintenant, c'est quand on ouvre une rue, c'est du 40 000 mètres carrés pour tous les projets qui ont été déposés après septembre 2018. Donc, le PPU, c'est une réponse de la Ville de Saint-Colomban aux nouveaux objectifs du ministère, puis de la façon dont on doit habiter le territoire pour préserver l'environnement qui nous entoure. Ce projet-là, cette suggestion de plan particulier d'urbanisme-là, c'est une réponse de la Ville de Saint-Colomban pour s'assurer finalement de protéger le reste de la Ville de Saint-Colomban d'un développement. C'est comme ça qu'il faut le voir.
C'est pas plus compliqué. Puis en même temps, on est en dynamique de crise du logement. Je vous l'ai nommé un petit peu plus tôt. On a des problématiques au niveau de la diversité des logements. On veut garder nos personnes âgées ici. On connaît tous des gens qui habitent ici, qui ont eu à se séparer, puis ils ne trouvaient pas d'autres maisons parce que les maisons sont rendues inabordables. Ils sont obligés de quitter la ville, ou un des deux est obligé, ou sinon ce sont les deux. Ils quittent une ville qu'ils auraient aimé dans laquelle ils auraient aimé rester. Donc ça là, je pense qu'on a une responsabilité morale de faire une proposition qui permettrait davantage de possibilités pour ces gens-là, que ce soit des gens qui se séparent, comme j'ai dit, ou des personnes âgées, ou, comme M. Gilbert le dit, des jeunes professionnels qui ne sont pas encore en mode famille. Donc, il y a cette raison-là. Puis, il y a l'autre raison aussi, qui est le commerce de proximité. C'est important, là. Il y a des gens qui font énormément de routes pour aller chercher des produits de base. Puis, c'est en quelque sorte une certaine réponse environnementale à une problématique qui est quand même importante, c'est-à-dire celle de faire 7, 8, 9, 10 kilomètres pour aller chercher une épicerie ou aller... on a, à mon avis, le devoir d'essayer de raccourcir les chaînes d'approvisionnement puis la façon dont les gens doivent s'approvisionner. Fait que tout ça, ça répond à ces problématiques-là. Puis on le concentre seulement dans le périmètre urbain parce que, la densification, elle ne sera pas permise à l'extérieur du périmètre urbain. Donc, même si on ne le veut pas, puis on ne peut pas non plus. C'est deux éléments très, très importants. Puis la façon, je l'ai dit, ce n'est pas un projet qui va se faire de manière gratuite. Puis le gouvernement, par les différents programmes de subvention, ne permettent pas non plus de subventionner des infrastructures à l'extérieur du périmètre urbain. Donc, ce serait impossible de faire ça à l'extérieur du périmètre urbain. Ça coûterait beaucoup trop cher. Donc, il y a plein d'éléments qui nous amènent à nous concentrer puis à travailler où l'on peut. Puis la Ville de Saint-Colomban a quand même une belle opportunité. On possède 2 grands terrains vacants non construits, en plus du garage municipal qui pourrait être valorisé en secteur résidentiel. Donc, c'est sûr qu'on va essayer d'optimiser le potentiel de ces lots-là. Je pense que vous avez un peu répondu à la 3e question. Je vais la poser au cas où. Avez-vous prévu de financer la construction de certains bâtiments sur les endroits où le zonage change ou ce serait financé de manière privée dans la mesure où des promoteurs sont intéressés? Si vous prévoyez financer, avez-vous évalué les fonds requis et l'augmentation potentielle de taxes que cela engendrerait pour les citoyens? Exact. Oui. L'enjeu est là. Moi, notre travail comme maire, comme conseil municipal, ça va être d'aller chercher le maximum du financement de la part des différents gouvernements. Là. C'est le gouvernement du Québec qui est en charge de ça, mais le gouvernement fédéral, dans son budget, a annoncé 6 milliards de dollars. Ça va servir notamment à financer des infrastructures qui permettent du logement. Donc, on a une responsabilité de faire le travail politique pour aller chercher une part des sommes. Si on n'a pas de financement, ça se fait pas, c'est sûr. La Ville n'aura pas la capacité financière d'assumer ça. Ceci dit, on a établi des scénarios. Puis la première partie de la question, Mme Sénécal, oui. C'était quoi donc? Il y avait un élément précis auquel je voulais répondre, puis je veux le faire. Avez-vous prévu de financer la construction de certains bâtiments? Ah oui, c'est ça. Dans ce secteur-là, il y a les 2 grands terrains vagues appartiennent à des propriétaires privés. La Ville possède le garage municipal. C'est pas établi encore comment la Ville pourrait agir en termes d'habitation. Mais c'est sûr que nous, on va encourager le secteur privé à développer. Puis le secteur privé, bien, on a des ententes, on a des protocoles d'entente, on a différents règlements qui amènent la Ville à faire payer finalement le promoteur pour les infrastructures qu'il va utiliser. Fait qu'on faut établir le plan financier pour nous assurer que ce qui va être payé à l'intérieur du PU, bien, ce soit les gens qui habitent le PU qui le paient. T'sais, on ne fera pas payer les gens qui sont à l'extérieur. On est conscient qu'à la Ville de Saint-Colomban, pour une maison unifamiliale, les gens, ils paient pour leur puits puis ils paient pour leur champ d'épuration. Ils n'ont pas à payer 2 fois pour un système qu'ils ne profitent pas. Ils en profitent au niveau institutionnel, centres récréatifs communautaires, écoles, hôtels de ville, bibliothèques. La Ville, elle va être contributrice par le fait qu'elle possède des propriétés, qu'elle a des bâtiments, mais on va travailler le plus étroitement possible pour s'assurer que la facture restante après les subventions soit assumée par les gens qui habitent
et qui profitent des services d'égouts et d'aqueduc. Catherine Groslot, rue du Havre. Mme Groslot a 2 questions. Vous avez répondu à la première un peu plus tôt. Prévoyez-vous conserver la piste de ski de fond derrière le SO? Oui. Puis la deuxième question. Prévoyez-vous aménager la piste multifonctionnelle jusqu'à l'entrée de Ville-Sud sur montée de l'église, soit jusqu'à la rue Louis dont vous avez parlé? Non. Non, on va se concentrer jusqu'à la rue d'abord de l'accueil. Sinon, ensuite, là, c'est quand même beaucoup d'emprise. Je ne suis pas certain qu'on a une emprise aussi large jusqu'à ce secteur-là. Puis c'est une propriété de du MTMD, donc le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Mais c'est pas prévu parce qu'on est capable par Grande Allée, aller rejoindre Ruby, puis d'avoir un tracé parallèle du côté est. Puis on espère travailler sur un autre sentier parallèle par, je dirais, Curé-Presso, Downing et John Ryan. Donc, on aurait bientôt, là, avec le fait que Downing va aller rejoindre... C'est 2 secteurs de Downing, M. Lirette? Ça va être le prolongement. C'est les 2 Downing qui vont se rejoindre. C'est ça. Fait qu'actuellement, il y a 2 Downing qui ne se rejoignent pas. C'est prévu dans nos plans qu'ils se rejoignent. Ça va se faire d'ici quoi? Peut-être max 3 ans, l'an prochain. Donc, on va pouvoir prendre le vélo et partir du centre-ville, du côté ouest, par Downing, John Ryan, se rendre jusqu'à Rivière-du-Nord. Puis la façon dont nous, on va attacher ça, c'est que là, on travaille actuellement avec le MTND pour revoir l'intersection, refaire l'intersection Rivière-du-Nord, Montée-l'Église, avec un lien cyclable qui descendrait jusqu'à Mirabel, là, donc l'autre côté de la rivière jusqu'à Saint-Canute. Puis sinon, on pourrait traverser Rivière-du-Nord puis aller rejoindre le quartier La Rochelle. Donc, on est tout en train d'attacher ces petits fils orphelins-là actuellement. Yannick Bergeron, rue Downing. Est-ce que la déforestation va continuer ou on va essayer de garder nos forêts? Ça, c'est une question que j'exclurais du PPU. Là. Je pense que ça a été bien expliqué par M. Gilbert. L'intention, c'est de travailler à augmenter la densité tout en respectant l'identité de la ville de Saint-Colomban. Peut-être, je vais en profiter, là, je l'ai dit un petit peu précédemment, mais des projets résidentiels qui sont déposés, dans les projets résidentiels actuellement qui se réalisent, là, c'est parce qu'ils ont été déposés avant septembre 2018. Ils profitaient de droit acquis en vertu de la signature de l'orientation 10. Donc, les projets qui se réalisent actuellement, c'est des projets qui ont été déposés et acceptés souvent en 2013, 2014, 2015, 2016. Ça fait longtemps, tu sais, on vote par résolution des protocoles d'entente actuellement, mais c'est des projets qui avaient été acceptés il y a 5, 6, 7 ans. Donc, ça, c'est une fausse idée là, de penser que la déforestation continue. Justement, l'idée de la densification, c'est d'arrêter de développer à l'extérieur du périmètre urbain, mais de s'assurer quand même une survie financière et économique de la ville de Saint-Colomban, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'inflation, ça touche aussi des villes. Faut arriver et trouver des moyens de subvenir à la hausse des coûts, puis on n'a pas le choix. Sinon, nous, on a la responsabilité de proposer un modèle qui assure la croissance des revenus, parce qu'il y a beaucoup de dépenses incompressibles dans ce budget. Ça, c'est notre responsabilité de le faire comme conseil pour pas négliger cette situation-là, puis arriver en 2030, 2035, puis arriver au bout de notre capacité, malgré les dépenses qui augmentent, puis dire, puis notre seule solution, c'est d'augmenter les taxes de tout le monde. C'est pas ça qu'on veut. Stéphanie Boyer, rue Robitaille. Quelle sera l'étendue plus précise du nouveau système d'égouts? Quelles sont les zones exactes? Les zones? Mm-hmm. Ben là, c'est la carte. Ça, c'est la carte du PPU, mais c'est le périmètre urbain de manière plus large. Fait que donc, à l'ouest, ça va jusqu'à la rue des Cuivres. À l'est, ça va jusqu'à la Loire, Bourgogne. Au sud, des Hauts-Bois et au nord, la ligne hydroélectrique. Bonjour, Julien Benka sur la rue Léo. Vous avez spécifié que vous souhaitez garder les caractéristiques et l'âme de Saint-Colomban dans le cadre de ce plan de développement sur montée de l'Église et Côte-Saint-Paul. Pour beaucoup de résidents, cette identité, c'est justement la proximité de la nature et l'aspect plus rural et champêtre.
Plusieurs sont inquiets de voir apparaître des blocs à condos de luxe de plusieurs étages comme à Saint-Jérôme ou Saint-Canute qui viendraient un peu briser cette identité. Est-ce que toutes les options d'habitation sont sur la table pour les éventuels promoteurs privés ou est-ce que vous avez un cadre plus précis en tête? Il y a évidemment une différence entre des petits triplex à logement et des grosses tours à condos grises de 10 étages. Deuxième question. Augmentation de la... On va y aller une à la fois, Mme Sénécal, si vous me permettez. C'est une bonne question, puis c'est un beau dilemme. En fait, moi j'ai envie de vous dire, le conseil municipal a toujours été à l'écoute, puis on va avoir à faire face à des défis. Le défi de la densification, c'est pas un défi facile, puis c'est pas un défi qu'on a choisi. C'est un défi qu'on se fait imposer par les orientations gouvernementales, parce que Saint-Colomban a toujours été l'ennemi public du modèle de développement urbain, parce que c'était beaucoup la ville a eu un taux de croissance élevé au cours des 15-20 dernières années. Puis on ciblait beaucoup Saint-Colomban comme étant responsable du modèle d'étalement urbain puis tout ça. Donc, actuellement, il y a énormément de pression de la part de la fonction du gouvernement pour qu'un modèle de développement comme le nôtre cesse. Ceci dit, il y a des opportunités à saisir derrière cette philosophie-là. Il y a des problématiques, il y a des problèmes à régler. Tu sais, on pourrait être apathique, abattu, abandonné, mais on décide de trouver les opportunités. Puis les opportunités, c'est celles que j'ai nommées. On a une problématique au niveau du renouvellement des champs d'épuration, on a des commerces de proximité que nous n'avons pas. Il y a des personnes âgées qui ont toujours habité ici, qui sont obligées de quitter. Donc, on a une responsabilité. Moi, je sens la responsabilité de répondre à ces problématiques-là. Ceci dit, comment ça va se faire? On n'en est pas encore là. Puis ce que je voulais dire d'entrée de jeu, c'est que le conseil municipal a toujours été à l'écoute, puis la limite là, de l'acceptabilité sociale, je la connais pas, bien honnêtement. Puis mon travail avec vous, c'est de la déterminer. Puis évidemment, l'impact financier du projet va avoir un effet majeur sur la quantité de logements qu'il va falloir construire, le nombre d'étages qu'on va vouloir accepter à l'intérieur des pôles de moyenne et haute densité. Ça, là, ça va prendre... Nous, on va être à l'écoute, mais moi, je vais inviter tout le monde à partager ces réflexions. Puis aussitôt qu'on va avoir des données probantes, précises, puis on va avoir à faire face à des scénarios. Déjà jeudi, on veut rencontrer le ministère des Affaires municipales, la direction régionale, pour présenter le PPU, pour entamer une discussion avec eux. Je parlais à notre député pas plus tard qu'il y a quelques heures. Moi, j'ai organisé une rencontre à Québec avec les sous-ministres puis la directrice des politiques en urbanisme pour faire valoir le cas spécifique de la ville de Saint-Colomban. Parce que ça va coûter cher, là, faire ça. Puis on nous oblige à adopter un modèle comme ça. C'est important, là. C'est pas... Tu sais, on profite de l'opportunité, mais c'est pas un choix, là, tant que ça. T'sais, on se le fait obliger. Puis si on fait rien, on va frapper un mur dans 10 ans. Fait que nous, on a la responsabilité de faire une proposition. Vous avez la responsabilité de partager vos questions, vos réflexions. Puis on va arriver à une concertation, un scénario qui, je l'espère, va être à la satisfaction du plus grand nombre. Moi, je veux voir les avantages qu'on peut en tirer. C'est sûr qu'on va avoir des inconvénients. Moi, je me dis, ce PPU-là, puis ce périmètre urbain-là, M. Lirette, c'est quoi? C'est 2,4 km² sur 95 km². Fait qu'on est à 2 % du territoire. Est-ce que de changer un peu la façon dont on voit Saint-Colomban sur 2,2 % du territoire pour s'assurer de répondre à des problématiques sociales et partagées et vécues depuis plusieurs années par plusieurs personnes, c'est de sacrifier l'identité d'une ville? Moi, je pense pas. Mais ça, on va avoir l'oreille tendue, puis on va écouter, puis on va essayer de déterminer c'est quoi le juste milieu, puis c'est quoi la position qui ferait l'affaire du plus grand nombre, avec les défis que nous avons, puis on va faire le mieux qu'on peut pour vous partager les contraintes que nous avons à faire face comme conseil, comme ville, pour que vous compreniez le plus possible dans quel dilemme, quels sont les choix que nous aurons à faire. Deuxième question. Augmentation de la population équivaut à augmentation du trafic qui est déjà parfois difficile. Des solutions sont prévues à long terme pour pallier à cette problématique future? Oui.
Oui, absolument. Tu sais, j'ai envie de vous dire, ça fait, évidemment, on n'a pas pondu ce projet-là la semaine passée. M. Gilbert l'a dit, ça fait 1 an et demi que la firme travaille sur le projet. Moi, je dirais ça fait depuis 2013 que c'est dans ma tête. Quand on travaille à redynamiser, je cherche mon terme précis, là, mais la côte Saint-Patrick, donc à réactualiser le chemin de la côte Saint-Patrick, quand on travaille sur une voie supplémentaire sur Montée de l'Église, quand on travaille avec le MTMD pour l'implantation d'un feu de circulation à l'intersection Rivière-du-Nord, Montée de l'Église, quand on fait des représentations auprès du même ministère pour qu'il y ait un accès supplémentaire sur la 50 à partir de la montée Saint-Rémy, parce qu'on sait que la montée Brisebois, c'est un chemin qui est sous-utilisé actuellement. On les connaît, nos options, puis si vous faites l'inventaire de toutes nos décisions, ça fait longtemps qu'on est déjà en mode solution. Ceci dit, votre question demeure très bonne parce que dans l'évaluation de la densité que nous devons avoir à l'intérieur de ce projet-là, évidemment, on a pensé, il y a un point de flexion. Donc, ça peut être rentable à un certain niveau d'augmenter la densité d'occupation du territoire, donc le nombre de logements par hectare, mais il arrive un point où ça décline l'avantage, l'efficience, parce que si on augmente trop la densification, ça va nous amener à faire des modifications trop importantes, notamment au niveau du réseau routier. Puis c'est là où on a travaillé en collaboration avec le ministère des Affaires municipales puis la firme BC2, qui a fait l'objet d'une résolution probablement 6-7 mois, pour que cette firme-là, elle vienne analyser c'est quoi ce point de flexion-là, c'est quoi le taux de logement par hectare qui vient déterminer que, là, si on franchit, par exemple, c'est pas des vrais chiffres, là, mais le 80 logements par hectare, on peut pas aller là parce que là, justement, ça va générer une voie supplémentaire sur Montée de l'Église. Puis les coûts, là, ils passent pas de X millions, ils viennent doubler parce que les changements que ça nécessite sont trop importants. Donc ça, on a cette donnée-là actuellement. Puis c'est pour ça c'est ce que j'ai dit précédemment, on hésite dans des scénarios à 35 à 50 logements par hectare. Mais au-dessus de 50, là, on atteint ce point de flexion-là. Puis là, ce ne serait pas une bonne idée. Bonjour, Véronique Bourgeois, rue Pelletier. On se questionne s'il y a un plan d'attachement du centre-ville avec le secteur Capri qui n'est pas si loin du centre-ville. Malheureusement, de notre côté, il n'y a pas de parc accessible pour se rendre avec les enfants. Est-ce qu'il y aura création de parcs, pistes cyclables vers le parc Félan? Ça a été notre... Dans les premières démarches pour travailler justement sur l'implantation d'un réseau d'égouts, notre souhait, c'était d'aller jusqu'au lac Légaré, jusqu'au lac Capri, pour les raisons assez simples, c'est que les terrains ils sont tellement petits. Vous êtes sur Kenna, je ne sais pas c'est quoi la dimension de vos terrains, mais moi, j'ai habité au lac Légaré, puis on avait des terrains de 900 mètres carrés, où justement, la problématique de remplacement des champs d'épuration, c'est un enjeu. Puis on aurait aimé ça, être capable d'aller chercher ce secteur-là. Mais là, on sortait du périmètre urbain. Donc, parce qu'on sortait du périmètre urbain, on n'avait aucun accompagnement financier qui aurait permis d'absorber la facture. Fait qu'on a décidé à contre-cœur de ne pas aller jusque-là, malgré que je pense qu'au niveau environnemental, ça aurait été une bonne décision de le faire, parce qu'il y a beaucoup de champs d'épuration, de fosses septiques qui vont être problématiques dans les prochaines années. Puis il y a des gens qui vont se ramasser avec des fosses scellées. Ça existe déjà. Ou c'est 800 $ par année pour vidanger 4 fois une fosse scellée. Puis, ça coûte quand même cher. Puis je pense que d'amener un service public qui vienne dépanner ces gens-là, ça aurait pu être une solution. Ceci dit, on ne pourra pas parce que ça va coûter trop cher, malheureusement. Pour le lien entre Capri, évidemment, ça passerait par la Côte-Saint-Paul. Là, notre intention, c'est de se rendre à Félan d'abord. Puis on verra, là, il faut un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Donc la première bouchée qui est ciblée, c'est de se rendre à Félan au niveau du transport actif. La deuxième, troisième, on souhaite que ça se rende à Capri. Angélique Denis, rue de la Loire. Bonsoir, j'aurais une question concernant les rues projetées au nord de la Côte-Saint-Paul. Ouais. Comptez-vous développer ces rues et rendre accessibles les terrains constructibles dans ce secteur? Et si oui, y aura-t-il des terrains accessibles aux autoconstructeurs ou comme partout seulement pour des développeurs? Merci. Est-ce qu'on parle de la section jaune? On dit les rues projetées au nord de la Côte-Saint-Paul. Je vais prendre pour acquis qu'on parle de ces rues-là. Peut-être la carte précédente, il y avait une suggestion de tracé de rue.
Oui, celle-là. Donc ça, c'est une suggestion de tracé de rue. Actuellement, les lots à l'est de montée de l'église, donc ça ici, c'est de propriété privée. Donc là, ce qu'on se donne avec cet outil-là, c'est une possibilité finalement de fixer nos propres conditions de comment les choses se passeraient sur ces secteurs-là. Mais après, à qui possède ces lots-là puis comment ça se développe, ça va être voué à un marché libre pour ces secteurs-là. Pour le secteur ouest, là, c'est un partage de propriété entre le garage municipal qui appartient à la ville de Saint-Colomban et une longue bande de terre qui appartient à un propriétaire privé. Mais encore une fois, ici, l'idée, là, c'est de se donner les outils, de prendre les décisions, puis que le conseil municipal, que la ville de Saint-Colomban ait les moyens de penser elle-même qu'est-ce qu'elle veut voir s'établir là, pour éviter justement qu'un promoteur impose sa vision sans que la ville, le conseil, ait un droit de regard, pour s'assurer justement de respecter ce que M. Gilbert a bien nommé, puis les conditions que nous souhaitons, notamment garder une cohérence avec la canopée. Mais au niveau de... La dernière partie de la question, là, ça suggérait qu'il y avait des terrains à construire. Je pense que c'est assez clair que ce que l'on a mentionné. Actuellement, si on travaille à financer un réseau d'égouts aqueducs, ce ne sera certainement pas pour des maisons unifamiliales. Après ça, moi, qui a les moyens de se payer un terrain et de construire un projet de moyenne et haute densité, c'est que le meilleur gagne rendu là. Ça fait le tour des questions. Est-ce que ça a inspiré des gens dans la salle, cette tournée de questions en ligne? Non? Donc, je vous remercie beaucoup de l'attention qui est portée. Je l'ai mentionné, là, c'est la première étape d'un projet. Donc, c'est la vision qu'on vous partage après l'implantation, les projets spécifiques. Moi, là, je ne peux pas faire mieux que de vous inviter à suivre à chaque mois le conseil municipal, puis de vous tenir intéressés, de vous maintenir intéressés de ce qui se passe dans votre ville. C'est la meilleure façon de comprendre pourquoi on prend des décisions, quelles décisions sont prises, puis en même temps, vous exprimer que vous soyez d'accord ou pas. Puis moi, je vous le répète, c'est un conseil municipal qui est très à l'écoute. C'est arrivé depuis qu'on est là en 2017 que nous sommes revenus sur nos décisions parce qu'on a entendu des arguments provenant des citoyens qui nous ont fait réfléchir. Il faut comprendre toutefois qu'on a des contraintes qui souvent ne dépendent pas de nous, puis on a à manœuvrer dans un monde, dans un climat qui nous impose parfois des choses que l'on aurait aimé éviter. Là, je parle de la densification. C'était pas moi, quand je suis arrivé en 2017, c'était pas nécessairement mon choix. Mais pour maintenir la santé de ma ville, puis une activité, puis répondre à des problématiques, il faut faire des compromis. Je pense que c'en est un. Ça, il faut le comprendre. Puis je m'attends à une ouverture puis une discussion avec les gens qui viendront s'exprimer dans les prochains mois, prochaines années, face aux défis que l'on aura à faire. Ça va me faire plaisir. On a toujours fait confiance à l'intelligence collective de notre communauté, puis ça ne changera pas aujourd'hui. Donc, merci de vous être déplacés. J'espère vous revoir bientôt. Sinon, même chose en ligne. On a atteint un auditoire, moi j'ai vu jusqu'à 85, 100. Pendant la période de questions, c'est tout le temps le plus le fun. C'est ça. Donc, 100 personnes qui nous écoutent en ligne, moi, je suis content. Puis, la beauté de ça, c'est que c'est archivé. Donc, si jamais vous voulez réécouter les réponses qui ont été fournies ou les explications qui ont été données par M. Gilbert, vous allez pouvoir le faire aussitôt la transmission terminée. Ça me permet de remercier M. Gilbert de s'être déplacé et d'avoir fait cette présentation-là. Merci. Donc, ça ne fait que commencer. Nous, on a un gros travail à la ville de concordance, règlement de concordance pour arrimer ces orientations-là à l'intérieur de nos règlements. Puis ça, vous allez voir défiler ça au cours des prochains mois facilement. Puis ça sera une autre occasion pour vous d'en apprendre plus. On se revoit le 14 mai pour la séance ordinaire municipale. À bientôt. Bonne soirée. Merci.